Bienvenue. Donc nous vous proposons cet après-midi, dans le cadre du mois du logiciel libre, en fait le mois du logiciel libre c'est un événement qu'on a l'habitude d'organiser à la BFM depuis 9 ans maintenant, et sur lequel on fait la promotion du logiciel libre envers le public. Donc ça passe par différents événements, des ateliers pratiques sur des logiciels libres, des conférences. Vous avez peut-être suivi les conférences de Benjamin Bayard, le premier la semaine dernière. On mettra en ligne sur notre site prochainement. Aujourd'hui, nous nous appuyons sur les compétences de Clément Jabéron, qui est le fondateur du Fab Lab local qui s'appelle le Limousin Lab. Il vous en parlera plus longuement tout à l'heure. Donc en fait, Clément a passé 2 jours à monter une imprimante 3D qu'il a reçue en kit. Donc c'était jeudi et vendredi dernier, sur toute l'après-midi. Hier avant-hier, exactement. Et donc aujourd'hui, il va vous faire une conférence sur l'impression 3D. Il vous parlera plus précisément également de son Fab Lab pour les personnes qui désirent y adhérer. Et on finira par une démonstration sur une imprimante 3D, voir concrètement comment ça fonctionne. Voilà, si vous avez des questions à la fin, ce sera l'occasion de les poser. Voilà, je laisse la parole à Clément. Bonjour à tous, merci d'être venus si nombreux, ça fait plaisir. Alors comme disait Mohamed, je suis Clément Jabéron, le président d'une association qui est toute jeune, qui vient de se créer l'année dernière, qui est un Fab Lab. Donc un Fab Lab, en fait, c'est un lieu de rencontre où on met à disposition du public des machines à commande numérique, donc imprimante 3D par exemple. On aura aussi à terme une découpeuse laser et une creuseuse numérique. On apprend aux personnes qui viennent à se former sur les machines, pour qu'ils puissent venir faire leur projet, et participer au projet des autres. Donc en fait, c'est un lieu de rencontre où différentes personnes ont des compétences différentes. Et quelqu'un qui sait un peu de couture apprend à quelqu'un qui a besoin, qui est venu au début pour faire juste de l'électronique, et qui apprend aussi la couture parce que quelqu'un de côté fait la couture. Donc le fait que ce soit un lieu de rencontre et que les gens viennent utiliser des machines, permet de rencontrer des gens qui viennent utiliser aussi d'autres machines, mais pas forcément les mêmes. Donc, au sein d'un Fab Lab, on a différentes machines. Donc, on a aussi bien des découpeuses laser qui est en fait une petite lentille qui est commandée par ordinateur, qui permet, grâce à un laser, de découper du cuir, du carton, du plastique, des acryliques et toutes sortes de matériaux qui ne sont pas durs, donc pas la pierre, pas les métaux et pas le l'air, par exemple. On a aussi une autre machine qui est grosso modo une perceuse à commande numérique. Donc, on utilise une mèche un peu particulière qui permet de découper dans du bois, dans d'autres plastiques, un peu dans l'aluminium aussi. Et ensuite, on a aussi une petite machine qui permet de découper des vinyles, enfin des pochoirs par exemple. On fait le dessin sur ordinateur, et ensuite on fait le fichier imprimé, et ensuite ça découpe sur un autocollant qui permet ensuite soit de faire des stickers pour les murs, soit des t-shirts où on met sous une presse chaude. Et donc en fait, au sein du Fab Lab, on forme les gens à l'utilisation de toutes ces machines, aussi bien sur le dessin que sur la soudure, que sur l'électronique, sur l'utilisation des machines, la configuration, en fait toutes les étapes nécessaires à la fabrication des objets. Donc quelqu'un qui ne connaît rien du tout peut venir et on le forme petit à petit sur les différentes étapes pour qu'il puisse lui-même, on ne fait pas à la place des gens, on leur apprend juste, pour qu'il puisse petit à petit passer les étapes des unes aux autres sur chaque machine pour pouvoir être autonome sur l'utilisation de différents outils en fonction de ses besoins. Ça peut être aussi bien l'électronique, donc les petites cartes Arduino open source qui permettent de brancher des petites diodes, des petits moteurs, des petits potentiomètres, puis par exemple si le postier met une enveloppe dans la boîte aux lettres, avec un petit contacteur qui détecte si la petite visière bouge, on peut recevoir soit un mail, soit un tweet, pour dire que le postier est passé, vous venez de recevoir un courrier, par exemple. C'est quelque chose tout bête qui est très simple à faire, que vous pouvez faire dans un Fab Lab ou dans une association autre. C'est un des exemples tout bêtes qu'on peut faire d'électronique pour apprendre grâce à un projet. On apprend par le faire. On n'est pas là sur du théorique, on ne vous met pas devant l'ordinateur, vous allez sur internet, vous cherchez quelque chose. C'est vraiment du concret, vous venez avec un projet et on vous apprend grâce à ce projet-là. Donc voilà les différentes machines, et notamment les imprimantes 3D, qui sont aussi des machines commandées par ordinateur.
Donc l'imprimante 3D, comment ça marche? Est-ce que quelqu'un a déjà des imprimantes classiques à la maison? Qui n'en a pas? Peut-être qu'on explique vite fait comment ça fonctionne. Donc une imprimante classique, qu'on a tous à la maison, c'est grosso modo une cartouche qui vient déposer de l'encre grâce à la buse sur une feuille de papier, donc le support, et ligne par ligne, ça imprime le texte qu'on lui demande. Une fois qu'il a fini d'écrire sa page, il éjecte la page et il passe à la suivante. Grosso modo, ça, jusque-là, tout le monde connaît. Et bien, une imprimante 3D, c'est à peu près la même chose. On modélise un objet, donc soit on modélise à la main, soit on utilise un scanner 3D qui, avec un petit laser, passe sur toute la surface de l'objet et reconstitue l'objet sur l'ordinateur. Soit on modélise à la main, on pourra vous apprendre aussi à faire tout ça. Et ensuite, on le donne à un logiciel qui lui le découpe en tranches, en feuilles en quelque sorte, si on veut. Et ensuite, l'imprimante va commencer par la première couche et, par dépôt du filament qui est fondu dans la buse, va faire sa première couche. Et une fois qu'il est fini la première couche, hop, il monte un petit peu le chariot et il passe à la deuxième. Puis la troisième, puis la quatrième, puis la 150e, puis la 450e, puis la 3000e. Et à la fin de sa liste de tâches à imprimer, ça fait un objet. Donc là, on a des exemples. Jory, si tu veux en faire une pièce, il va faire ça. Donc on a modélisé, là en l'occurrence, on a téléchargé les objets sur Internet. Et ensuite, on l'a donné à l'imprimante pour qu'elle le découpe et qu'elle l'imprime grâce aux bobines de plastique qu'on a coupées. Voilà le principe, grosso modo. Hein. Donc la cartouche, en fait, c'est pas de l'encre, c'est une bobine de plastique solide qui passe dans la tête, qui est ici, et ensuite qui est fondue à 200 et quelques degrés, enfin 180 degrés pour l'ABS et 210 degrés pour le PLA. Et ensuite, en fait, c'est posé sur le support, et couche par couche, ça fait un objet. Voilà. Ensuite, ça c'est la première technique, c'est ce qu'on appelle par dépôt de filament. Une autre technique, donc ça permet en fait d'imprimer en ABS. Donc c'est la même matière qui est utilisée pour fabriquer les Legos. Je ne sais pas si vous avez des Legos à la maison, je vous ai déjà vu. Donc les Legos, si on le fait refondre, on peut l'utiliser dans l'imprimante 3D pour imprimer d'autres Legos. C'est quand même sympa, hein. Ensuite, on a un deuxième plastique qui s'appelle le PLA, donc qui est construit à partir d'une base d'amidon de maïs. On prend du maïs, on le concasse, etc., etc. Puis on fait du fil avec. Et ce fil-là, il a l'avantage d'être compatible avec l'alimentaire. C'est-à-dire que si vous imprimez une petite cuillère, par exemple, en ABS, vous ne pourrez pas le mettre dans la bouche et manger avec parce qu'elle est un peu toxique. Un peu. Alors que le PLA, lui, est compatible avec l'alimentaire et on peut manger sans avoir de risque. On peut mettre les objets à la bouche. Si on veut imprimer des petits jouets, par exemple, on peut les imprimer en PLA. Comme ça, on est sûr qu'on puisse les avaler entièrement. Au moins, on ne sera pas intoxiqué par les objets. Oui, donc ça permet d'imprimer ces deux matières-là. Et il y a une autre technique ensuite qui n'utilise pas de filament, mais qui utilise de la poudre. Donc en fait, on a un espèce de bac où dedans on met une toute petite, une fine couche d'un micron, très 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 fin. Et là, on vient utiliser un laser qui vient imprimer comme sur une imprimante classique, avec juste un laser, donc point par point. Pareil, après couche par couche, ça fait un objet qui est caché dans la poussière. Donc pour retirer l'objet, on prend un petit pinceau, puis on pousse la poussière, et ensuite on a l'objet qui a été imprimé en 3D. Et cette technique-là, qui est vraiment différente, permet d'imprimer du titane, de l'aluminium, de l'or, du bronze, à peu près tous les métaux, des céramiques également, et puis quelques autres matériaux, des résines aussi. Enfin, les matériaux sont assez variés. Et pour l'instant, on ne peut pas encore imprimer de métal, par exemple, sur des imprimantes comme ça. Parce qu'il faut utiliser la technique par fruitage laser sur de la poudre. Donc ça, la technique de l'impression sur des poudres a été inventée dans l'industrie à peu près en 1984. Et le premier modèle d'imprimante 3D de ce type-là est sorti en 88, donc il a fallu à peu près 4 ans de développement. Ensuite, les progrès ont commencé à progresser.
Et du coup, en 1999, il y a eu des premiers tests dans la médecine. Et en 2002, le premier imprimant 3D a été inventé et a été testé, je ne sais plus sur quel type d'animal, mais pas trop sur l'homme pour l'instant. Et ensuite, en 2005, est né le projet REPRAP. Donc le projet REPRAP, le principe, c'est qu'en fait, une imprimante utilise d'autres imprimantes pour se répliquer. C'est-à-dire que celle-ci, elle peut imprimer des pièces de plastique. En fait, toutes les pièces qui sont rouges sur celle-ci et grises sur celle-là ont été imprimées par une autre imprimante qui en fait duplique les pièces pour pouvoir fabriquer d'autres imprimantes. C'est le principe de l'imprimante auto-réplicatrice. Et en fait, donc le projet REPRAP est né dans une université en Angleterre sur le principe que les imprimantes 3D de l'industrie coûtaient entre 30 et 70 000 euros. Ce n'était pas très accessible au public. Et un chercheur s'est dit que ça serait bien qu'on puisse démocratiser cette technologie et permettre de la faire diffuser au niveau du grand public, pour que les gens puissent s'approprier la technologie et fabriquer eux-mêmes leurs propres objets. Et du coup, ils ont dit, bon, ben, on va réfléchir et puis on va fabriquer un projet qui soit beaucoup plus accessible financièrement et aussi logiciellement, puisque c'était quand même un peu compliqué dans l'industrie, il fallait des grands process assez compliqués pour maîtriser chaque partie de l'impression 3D. Donc ils ont simplifié aussi tout ça. Et ensuite, donc il y en a une première qui a été inventée, c'était une Prusa, je crois, ou je ne sais plus laquelle, qui ressemble à peu près à celle qui est à côté là-bas. Medel. Prusa, c'était une version de... Et ensuite, tous les plans donc, sont diffusés sur Internet. Vous avez des pièces, vous avez la méthode d'assemblage, les diagrammes de câblage, vous branchez ce fil-là sur cette carte, sur ce moteur, et ensuite vous avez directement en fait toutes les... vraiment tout expliqué, il n'y a pas de boîte noire, il n'y a pas de secret. C'est une pièce case, vous pouvez la changer, puisqu'elles sont toutes disponibles dans le commerce. En gros, tout ce qui est sur la table ici a été acheté dans le commerce, sauf les pièces en rouge et en gris. Puisqu'on utilise tout ce qui est disponible dans le commerce, on ne fabrique pas tout. Et je sais plus ce que je disais. Ah oui, réduire le coût, merci monsieur. C'est bien où je suis, c'est de voir si je suis là. Et donc effectivement, le but de départ était de réduire le coût. Et donc ils sont passés. Donc la première imprimante 3D a été imprimée sur une imprimante industrielle, donc à 60 000 euros. Et ensuite, la première imprimante, au début, ça coûtait quelque chose comme 10 000 euros. Et en améliorant les modèles, ils sont passés à 5 000, puis à 3 000. Et maintenant, aujourd'hui, celle-ci est à 465 euros si vous l'achetez en pièces détachées. Et celle-ci, je ne sais plus. 600 et quelques 600 et quelques, ouais. Et du coup, il y a vraiment des tarifs différents en fonction de la complexité, de la taille de l'impression. Sur celui-ci, par exemple, on est à 15 sur 15, ou 20, je ne sais plus. Je crois que c'est 20. Et sur celle-ci, on n'est que sur 14. Elle est un peu plus petite, mais on a remarqué en fait que les gens imprimaient grosso modo pas des pièces plus grosses que 15 cm par 15 cm par 15 cm. Puisque déjà, admettons qu'on imprime un cube de ce volume-là, de 15 par 15 par 15, ça prend quand même un certain temps. Et finalement, les gens, même s'ils ont un plateau de 20, ils n'impriment jamais des pièces au-dessus de 15. En général, voilà. Parce que ça fait comme des gros objets, et la plupart du temps, les gens ont besoin de petits objets, ou alors se débrouillent pour faire des gros objets avec plein de petits objets qu'on assemble. Donc pour diminuer les coûts, le concepteur de celle-ci, qui est français, qui habite à Nancy, s'est dit, bon, ben, on va la réduire grosso modo la moyenne de ce qu'impriment les gens, 14 par 14. Et au début, en fait, il l'a fait pour lui, parce qu'il voyage beaucoup. Et au début, il avait une comme ça. Il avait du mal à la trimballer, parce qu'elle était assez lourde, il n'y a pas de poignée, etc. Et du coup, il a réfléchi pendant 2-3 mois. Puis il s'est dit, bon, ben, je vais partir sur un truc qui n'existe pas encore, et puis je vais tout inventer pour qu'elle soit vraiment transportable, facile à monter pour que les gens puissent se la monter facilement. Et du coup, il l'a fait pour lui, dans un premier temps. Puis elle était tellement bien que les copains qui l'ont vue disent, ah, elle est bien, elle ne fait pas de bruit, elle est facilement transportable, je veux la même, est-ce que tu peux m'en fabriquer une? Du coup, il en a fait une dizaine pour ses copains.
Et puis comme ses copains, ils allaient à droite à gauche dans la France, il y a d'autres gens qui l'ont vu, ils ont dit « Ah, elle est super bien ton imprimante, je veux la même ». Du coup, il a refait une autre campagne de financement participatif qui s'est terminée fin de l'année dernière, mois d'avril, pardon, avril de l'année dernière, et il en a vendu 188 en plus. Du coup, il a commencé à monter son entreprise de fabrication d'imprimantes 3D parce qu'il avait inventé un modèle qui était génial. Ça, c'est pour la petite histoire de celle-ci. Et donc aujourd'hui, dans le commerce, vous en trouvez vraiment pour tous les tarifs. La moins chère, je crois, doit être à soit une cinquantaine, soit une centaine d'euros. Elle est toute petite. Et elle imprime d'une qualité assez médiocre, puisqu'elle a été conçue pour utiliser des pièces pour imprimer pas cher. Donc l'impression est au niveau de son tarif. Et grosso modo, toutes les imprimantes actuellement utilisent des logiciels libres pour faire piloter la partie qui découpe en tranches, la partie qui imprime et qui pilote les moteurs en fait, de l'imprimante. Ce sont tous des logiciels libres. Donc vous pouvez les télécharger sur internet, rentrer les paramètres qui sont fournis par les différents constructeurs, et ensuite vous pouvez quasiment imprimer aussi simplement que ça. Tous sont basés sur le même logiciel. Donc si vous passez de celle-ci à celle-là, vous avez le même logiciel, vous n'êtes pas perdu, c'est juste la taille qui change et le fonctionnement est exactement le même. Alors si, il y a deux façons. Soit vous l'achetez en kit, comme moi j'ai fait, et vous l'assemblez. Donc du coup, vous avez tous les schémas et vous savez exactement comment elle est conçue, comment elle est fabriquée, quelle pièce sert à quoi. Et quand il y en a une qui tombe en panne, vous savez à l'avance que ça va être celle-ci, parce que là, elle n'imprime pas comme il faut, donc c'est la tête qui fait sortir le fil. Ou là, ça ne chauffe pas comme il faut et elle se décolle, donc c'est le plateau parce qu'il ne chauffe pas assez, etc., etc. Alors que si vous achetez une imprimante qui est déjà toute faite, vous faites fichier imprimé, et s'il y a un truc qui ne marche pas, vous ne savez pas pourquoi, parce que vous n'avez pas accès à la documentation, vous n'avez pas accès aux sources, et du coup vous ne pouvez pas la réparer vous-même. Donc vous êtes obligé de la renvoyer au constructeur, qui la garde, qui la répare, qui vous la change, ou en fonction. Alors que là, l'avantage, c'est que vous savez comment elle est fabriquée, donc vous pouvez la réparer vous-même, et vous achetez juste la petite pièce à 10 € pour le moteur par exemple, et vous changez juste le moteur, et ça vous coûte que 10 €. Donc c'est quand même un avantage qui n'est pas négligeable par rapport à des machines qu'on achète dans le commerce. Celle qui est de meilleure qualité pour l'instant, elle coûte 2599 € pour imprimer à peu près de la même qualité que celle-ci, sauf qu'on n'a pas les sources. Et pour la différence de prix, je pense que ça vaut à peu près le coup de passer 3 après-midi à la monter soi-même. Parce que du coup ça fait un gain d'argent qui est quand même significatif. Donc quelles sont les étapes pour fabriquer un objet? Comme je disais un petit peu tout à l'heure, il faut partir d'une idée. Donc vous avez un besoin. Je voudrais par exemple, j'ai un bouton de micro-ondes qui s'est cassé. Plutôt que de commander la pièce mettons 50 € avec les frais de port directement en Chine, ou qui met 3 mois à venir par bateau, vous pouvez la modéliser sur mesure. Donc par exemple, faire une petite forme en forme d'hélice, pour qu'elle accroche bien sur vos doigts par exemple, qui est plus facile à attraper. Et vous la modélisez sur l'ordinateur, on vous aide à apprendre à faire ça, et ensuite vous l'imprimez. Donc il y a 3 étapes, il y a l'idée au départ, la modélisation, et ensuite l'impression. C'est assez simple. Et ensuite, oui, donc il y a le choix du matériau après l'impression. En fonction du matériau, soit on utilise du compatible alimentaire, le PLA, dont j'ai parlé tout à l'heure, soit un peu plus résistant, l'ABS, pour des pièces un peu plus mécaniques, techniques, qui nécessitent par exemple des engrenages ou des poulies, ou toutes sortes d'objets, où les propriétés mécaniques sont plus importantes que la propriété esthétique. Le PLA est beaucoup plus esthétique que l'ABS par exemple. Il faut savoir que le mouvement des RepRap est né de la philosophie des logiciels libres. En fait, Linus Torvalds, qui a inventé le noyau GNU Linux, est parti du principe que
pour que ça soit sécurisé, il faut que les sources soient disponibles, qu'on puisse regarder ce qu'il y a dedans pour pouvoir savoir comment c'est construit et qu'est-ce que ça fait. Et du coup, ça appliqué à la fabrication des objets, c'est le mouvement RepRap qui en fait s'appuie sur cette même philosophie, qu'il faut avoir les sources disponibles, qu'il faut pouvoir se la fabriquer facilement. On partage des fichiers qu'on crée, donc à chaque fois qu'on crée un objet, on le met sur le Wikipédia des objets, admettons, et après quelqu'un d'autre peut juste le télécharger parce qu'il veut imprimer le même objet. Donc la philosophie en fait du partage, de la libre disponibilité, etc., de Linux, a été appliquée aussi au projet d'AppRap, et en fait c'est né du même mouvement. Ça vient d'Internet, ça vient de Linux, etc., et c'est appliqué à la fabrication personnelle. Donc toutes les sources sont disponibles, les logiciels associés, des logiciels libres également, et donc on peut vraiment savoir ce que fait le matériel, et on sait que ça n'envoie rien à Google par exemple, ou à Microsoft ou à d'autres. Et alors que certaines machines industrielles, on lui envoie l'objet, l'objet passe par la maison mère qui est en Allemagne par exemple ou aux États-Unis, et ensuite c'est la machine, le siège qui envoie par internet l'objet à la machine. Donc on n'a même pas on n'a pas la main sur notre machine puisque c'est envoyé par internet par le siège. Au passage, ils font une copie et ils le gardent pour eux, pour les statistiques, soi-disant. Et du coup, on n'est pas libre de nos propres données. Alors que là, dans le cas présent, c'est directement l'ordinateur à l'objet, il n'y a pas de trace. Donc on peut vraiment imprimer ce qu'on veut sans être surveillé par quelqu'un d'autre, en l'occurrence une entreprise. Que ce soit le fabricant de l'imprimante ou une autre entreprise qui s'approprie les tuyaux, on va dire. Après, qu'est-ce qu'on peut imprimer? À peu près tout et n'importe quoi, dans la mesure où on passe du temps à le modéliser. Après, on peut l'imprimer soit avec celle-ci, soit avec une autre type industriel, soit avec d'autres types d'imprimantes en fonction des besoins, des contraintes, des matériaux, de la complexité, du besoin de résistance, etc. Donc ça, il suffit de venir avec une idée. Et ensuite, dans un Fab Lab, on vous explique qu'est-ce qu'on peut faire, qu'est-ce qu'on ne peut pas faire, s'il faut plutôt s'orienter sur cette machine-là ou sur une autre, si on peut la faire au Fab Lab ou si on vous met en relation avec d'autres gens qui peuvent la faire à l'extérieur. Il suffit de venir dans un Fab Lab, on vous explique toutes les étapes, et ensuite quelle est la meilleure chose pour votre objet, ou si on peut le faire en interne. Donc si on a vu le vidéoprojecteur, je vous aurais monté des différents objets. Et je peux vous faire voir après sur l'ordinateur si vous voulez. Alors là, on est en train d'en imprimer un. Et on est en train de changer la bobine d'encre, en quelque sorte, qui est de l'encre solide sous forme de bobine, de plastique. Mais effectivement, on est en train d'en imprimer un. Ah, oui, ça peut aussi. Ça pourrait, oui. Effectivement, alors à terme, donc pour l'instant on est toujours là, on est encore au début de l'impression 3D, c'est tout nouveau. Mais à terme on imprimera, donc là pour l'instant on imprime un matériau. On est en train de commencer à imprimer avec plusieurs matériaux différents et différentes couleurs sur la même imprimante. Donc on peut imprimer par exemple une télécommande pour la télé, on télécharge le plan. On a le cadre en général qui est gris, les touches sont noires, donc on peut imprimer déjà en double matériau. Et à terme, il y a des chercheurs qui sont en train de développer le futur de l'impression 3D, où en fait on pourra imprimer directement les composants électroniques, les composants eux-mêmes, et du coup on télécharge la télécommande, on l'imprime. Bon ça c'est pour dans 5-10 ans, c'est pas pour tout de suite, mais l'avenir c'est à terme on pourra fabriquer des objets à la maison, on n'achètera plus l'objet, on achètera juste le fichier, parce que quelqu'un sera payé pour le modéliser, ce qui est le plus long en fait dans l'étape de l'impression 3D. Et ensuite on achètera le fichier, on fera le fichier imprimé, et après ça sortira sur l'imprimante à la maison, plutôt que les frais de port, etc. Attendre. Là on aura tout de suite maintenant des objets. Et à terme aussi on pourra peut-être arrêter de cuisiner, c'est-à-dire que les imprimantes auront des bus qui permettront d'imprimer directement la pizza à la maison. Donc on achètera juste les pizzas, puis on achètera juste les cartouches de tomates, la cartouche de pâtes, et hop, on pourra faire directement imprimer la pizza. C'est ce qu'est en train de faire la NASA, ça les intéresse pour leurs astronautes, puisque eux ils ont des contraintes énormes de place. Donc plutôt que d'emmener des pizzas congelées dans des trucs stéréo,
lyophilisés ou des choses comme ça. Ils amènent juste des cartouches de tomates, des cartouches de pâtes, des cartouches d'oignons, des cartouches etc. Et ils impriment directement, donc ils montent l'imprimante sur place, et après ils impriment toute leur nourriture à terme sur la mule ou dans la station internationale. C'est ce qu'on a dit dans les réactifs. Exactement. De Funès était un précurseur de l'impression 3D. Il y pensait déjà il y a quelques années, hein, comme quoi il était pas bête, ce monsieur. Donc effectivement, le départ est même encore un peu plus vieux, puisque c'était Star Trek, à l'époque où il y avait une petite machine où ça dupliquait les objets à distance. On l'envoyait à l'endroit, c'est l'imprimé à gauche. C'était vraiment une idée de base, mais après il y a effectivement plein de films qui se sont basés dessus. Et peut-être qu'à terme, plus tard, on fera de la téléportation grâce à l'impression 3D. En fait, on scannera une personne, ses molécules, on l'envoie par internet très très haut débit, très très lent, et après, pouf, on imprime la personne. Bon, ça, on y est pas encore, hein, vous inquiétez pas. Mais ça viendra à terme, peut-être dans, je sais pas, 200, 300 ans, peut-être qu'on se téléportera grâce à l'impression 3D, on ne sait pas. Donc les applications sont quand même assez variées. On peut aussi bien imprimer des bijoux que, à terme, on peut aussi fabriquer des sculptures en pierre. Donc là, c'est une autre technique, on n'utilise plus l'impression 3D, mais une fraise qui est commandée par ordinateur, donc on peut sculpter aussi dans de la pierre. Et à terme, on va pouvoir bientôt fabriquer toutes sortes d'objets directement chez nous. Il y a aussi des applications dans la mode. Il n'y a pas très longtemps, il y a une imprimante open source qui est sortie pour imprimer des pulls. Donc on y fait juste le dessin sur l'ordinateur, on y met les couleurs, on choisit un peu les matières en fonction s'il y a plusieurs matières. Et puis on fait le fichier imprimé, hop, ça envoie l'imprimante tricoteuse, et après ça sort un pull directement en utilisant juste les bobines qu'on met sur la machine. Et hop, ça imprime un pull. Après il y a juste à faire le dernier petit nœud pour pas que ça se détricote. Et on a directement un pull à la maison, fabriqué sur la maison. Presque. Et il y a beaucoup, en ce moment, il y a beaucoup de designers et de marques qui se lancent sur l'impression 3D de vêtements, où en fait, soit ils modélisent directement ils scannent la personne pour avoir directement les formes précises de la personne, et ensuite ils impriment un vêtement sur mesure. Pour l'instant en plastique, donc ça n'a pas vraiment d'intérêt, parce que c'est assez froid et ça fait transpirer. Mais à terme, ils vont inventer de nouveaux matériaux qui vont permettre d'imprimer des vêtements sur mesure pour les personnes et éventuellement mixer avec d'autres matériaux pour avoir, par exemple, des épaulettes gradées directement en 3D. On aura des petites bandes pour reconnaître si c'est un capitaine, etc. Et d'autres applications dans ce genre-là, par exemple des soutiens-gorge sur mesure qui prennent vraiment la forme et par exemple. Donc la nourriture, j'en ai parlé, les pièces détachées de machines à laver, de fours micro-ondes, de toutes sortes d'objets domestiques. Et il y a de plus en plus aussi d'applications dans la médecine. La médecine s'intéresse beaucoup à l'impression 3D parce que ça leur permet de faire des énormes réductions de coûts. Quelqu'un a un problème au niveau du cerveau, on lui envoie faire une radio. La radio scanne en 3D l'intégralité du corps, notamment le crâne, et sur une partie par exemple qui aurait été amputée à cause d'un obus, par ordinateur on remodélise par avance l'objet, la partie du crâne manquante. On l'imprime en 3D sur une machine par fruitage laser et la coudre, dont je vous ai parlé tout à l'heure, sur des matériaux qui sont biocompatibles. Et une fois qu'on opère, on installe directement la partie, qui à la place peut même se réintégrer dans le... elle est vraiment sur mesure en fait, puisqu'elle a été conçue par radio. On referme, mais il n'y a pas besoin de réopérer, puisqu'il n'y a pas de rejet, vu que c'est biocompatible. C'est sur mesure, donc ça ne se déplace pas. Et du coup, il n'y a pas besoin de réopérer. Et pour eux, c'est un gain de temps et un gain surtout d'argent qui les intéresse beaucoup. Notamment pour des gens qui ont
qui ont eu une amputation à cause d'un accident, ou des prothèses trachéales pour remplacer les tissus, enfin pas les tissus, les veines, des choses comme ça. On peut rajouter faire des pontages coronariens en quelque sorte de l'impression 3D où on remplace une veine qui est défectueuse par une autre directement en 3D. Et aussi, on a vu un petit peu souvent dans la presse en ce moment des prothèses où des personnes sont complètement amputées et on leur invente des bras robotisés, soit mécanisés juste avec l'impression 3D, soit intégrés en plus avec des petits moteurs beaucoup plus petits que ceux-là, et qui permet en fait de repiloter les mouvements des doigts. Donc il y a un enfant qui a eu, qui s'appelle RoboHand, le projet, où le petit garçon qui a 10 ans peut rattraper des objets. Et ensuite, il y a différentes applications. Par exemple, un plâtre qui serait imprimé directement sur mesure par rapport au bras ne gratterait pas, puisqu'en fait, il serait directement sur mesure, et du coup, il n'y aurait pas de zone de contact avec la peau, qui, en fait, quand ça gratte, c'est qu'il y a une zone en particulier qui appuie, et qui prend la transpiration, plus la pousse des poils, etc. Et du coup, c'est ça qui fait que ça gratte. Et en faisant un plâtre scanné directement sur la taille du bras sur mesure, on pourrait aérer la fabrication du matériau pour que l'air circule en permanence, donc plus de transpiration, appuyer sur des endroits où, par exemple sur le bord ici, pour que ça appuie ici, etc., pour pas qu'il y ait d'appui en fait sur les parties qui font mal, entre guillemets. Et du coup, avoir un plâtre sur mesure qui ne gratte pas, qui ne transpire pas, et du coup qui soit beaucoup plus agréable pour le confort du patient. Et ensuite aussi d'autres applications, il y en a vraiment un paquet énorme. Par exemple, des implants, comment on appelle ça, pour les personnes un peu sourdes, donc malentendance. Cochléaire. Comment ? Cochléaire. Voilà, cochléaire. Pour directement intégrer le micro et le haut-parleur directement dans l'oreille, sur mesure. En fait, on lui scannerait l'oreille et on lui met on imprime l'implant directement à la forme de son oreille. Et donc, elle est très agréable parce qu'elle est sur mesure et du coup, elle ne gratte pas, etc. Et après, il y a encore d'autres applications dans l'architecture. On va bientôt. Il y a un projet américain, je crois, évidemment, qui est en train d'utiliser la même structure que vous avez au plafond, là, qui supporte des projecteurs, pour imprimer des maisons. Donc en fait, au lieu d'utiliser des petits cadres comme ça, ils utilisent des grands bâtis, et ils vont bientôt imprimer des maisons directement en béton pour imprimer des murs, poser une poutre, et en théorie, ça pourrait aussi faire gagner du temps. Et surtout de l'argent, évidemment. L'automobile et l'aérospatiale utilisent aussi beaucoup l'impression 3D pour concevoir des modèles pour les tester rapidement, et surtout, ils font beaucoup de recherches sur les nouveaux matériaux innovants. Et l'impression 3D permet de tester sur des pièces un peu particulières, puisque l'aéronautique est assez pointue. Et on peut aussi fabriquer d'autres objets suivant l'imagination et le temps qu'on y passe à la modélisation, qui est plus compliqué, le plus long. Voilà à peu près. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser. Alors prenez un micro, s'il y en a un qui peut traîner, je crois, non? Ou sinon, venez devant pour poser votre question, parce que je suis assez sourd. Bonjour tout le monde. Alors j'ai très bien compris qu'en appuyant sur imprimer, ça se débrouillait tout seul. Par contre, j'ai beaucoup de questions sur la modélisation, qui semble être la plus compliquée. Quels sont les logiciels qui sont utilisés? Quelles sont les méthodes? Comment on s'y prend? Comment on peut apprendre? Est-ce que c'est compliqué? Je veux tout savoir. Merci. Très bien. Alors, il y a grosso modo deux méthodes pour fabriquer modéliser un objet. Soit on part d'un objet qui existe déjà, donc soit on le modélise à la main,
Soit on peut le scanner avec un scanner 3D, donc un petit laser qui passe sur toute la partie de l'objet, et ensuite le reconstitue sur l'ordinateur, ça c'est assez simple, plus ou moins. Soit on le modélise à la main. Et là effectivement il y a différents logiciels pour différentes utilisations. Soit du très simple, très basique pour juste fabriquer un petit meuble pour une petite maison de poupée par exemple. Donc là on peut utiliser du SketchUp qui est gratuit, pas libre du tout mais gratuit. Et ensuite on a différents logiciels qui sont déjà utilisés pour l'industrie, pour le design, l'architecture, type Rhino, type SolidWorks, 3ds Max et toutes sortes de logiciels, AutoCAD, et tout ça c'est pas du libre. Et ensuite on a un logiciel qui s'appelle Blender, qui est un logiciel libre et gratuit, que vous pouvez télécharger sur internet, et il y a plein de tutos qui vous permettent de commencer à apprendre la modélisation sur Blender, et du coup qui est un logiciel très puissant pour fabriquer des objets assez complexes, enfin très complexes. Il y a même des sociétés qui ont fabriqué des films avec, vous pouvez télécharger sur internet. Voilà. En fait les logiciels font beaucoup de choses et ils font aussi permettent de modéliser des objets pour l'impression 3D. Est-ce que ça nécessite des compétences en mathématiques pointues ou... Alors si on fait des pièces mécaniques très précises, ça nécessite des compétences en mathématiques. En résistance de matériaux, en portance, etc. Mais on a des mathématiciens dans les Fab Labs aussi, donc c'est vraiment un lieu où toutes les compétences se rejoignent, et on a aussi des mathématiciens. Donc quand on a vraiment un besoin particulier, on peut étudier avec soit un mécanicien pur et dur, soit un ingénieur, soit un mathématicien. Il y a des compétences vraiment différentes. Il y a aussi des spécialistes de matériaux dans les Fab Labs. Donc c'est vraiment un endroit qui permet de se former de A à Z sur la fabrication des objets. Est-ce qu'on peut s'appuyer sur des photos de l'objet pour simplifier Alors on peut, oui, bien sûr. l'envisageable? Oui, bien sûr. Soit vous utilisez un objet qui existe déjà, donc vous pouvez prendre une photo, l'objet ou des schémas sur internet. Soit vous inventez vous-même l'objet qui n'existe pas encore dans le commerce, donc vous pouvez, à partir de votre imagination, le dessiner et ensuite le modéliser sur ordinateur. Et ensuite tester s'il est bien résistant, s'il tient debout, s'il n'est pas trop cassable. Et ensuite l'imprimer, tester. Si ça ne marche pas, hop, vous remodélisez, vous modifiez un peu, jusqu'à ce que ça soit résistant, que ça réponde à vos problématiques. Et voilà. Ce qui est important, c'est qu'il faut avoir toutes les caractéristiques dimensionnelles de l'objet avant de le modéliser. Et quand on fait une impression 3D, quelle est La résolution. oui, voilà, la conformité par rapport à l'objet modélisé en 3D, quel est le pourcentage de finesse par rapport à l'objet dessiné au départ? Alors, dans les... vous pouvez vous approcher si vous voulez voir, là il y a un objet, tout ça a été imprimé avec une autre imprimante, et le détail est assez fin. C'est pas aussi précis que les objets qui sont fabriqués à grande échelle, type moulage, comment on appelle ça? Moulage en fait avec du plastique dans le système industriel. Toutes les pièces ont un moule de base et après sont reproduits par milliers. Et ça, cette technique reproduit vraiment l'objet, puisque c'est une copie en fait de lui-même, vraiment de façon purement propre. Alors que là, on voit un petit peu les stries de l'impression, mais ça reste très confortable, très correct. Alors qu'il y a 5 ans, c'était effectivement assez moche, c'était pas encore intéressant. Là, ça commence à vraiment à devenir. Et effectivement, l'objet, s'il est un peu moins esthétique que l'original, il est quand même d'une qualité très satisfaisante. Oui, un mécanisme d'engrenage, par exemple, qui tourne en modélisation 3D, est-ce qu'une fois imprimé, est-ce que le mécanisme doit tourner de la même façon? Oui. Oui. Là, vous avez des pièces qui ont été... toute la partie extrudeuse de l'imprimante a été imprimée sur une autre imprimante et fonctionne... les engrenages sont imprimés en 3D. Et sur celle-ci, je crois qu'il n'y a pas vraiment de pièces sur celle-ci. Mais sur celle-là, là-bas, oui. Et sur celle-ci aussi. D'autres questions? Quand le ruban se déplace et se vient superposer, le temps de séchage il est instantané? Il est quasiment instantané, oui. Il faut à peu près une seconde, je crois, pour que le plastique refroidisse. En fait, dès qu'il est en contact avec l'air, il se durcit quasiment instantanément. Quasiment.
une petite seconde pour que le produit soit vraiment froid. Ouais. Combien de temps il a fallu là, pour imprimer ces pièces-là, par exemple? Alors, ouais, ça a pris 45 minutes à peu près. Et celle-là, ouais, pareil, une petite demi-heure. Ouais. Ça dépend après de la densité, parce qu'on peut faire des petites. Généralement, il y a un schéma de remplissage. Et donc, en fonction de la solidité, on peut le remplir soit à 100%, soit à 80, 30, en fonction de la solidité qu'on a besoin pour la pièce. Si on veut faire juste quelque chose qui est joli, qui sera juste posé à un endroit, on n'a pas besoin qu'il soit mécaniquement solide, donc on peut tricher à l'intérieur en le remplissant avec du vide, avec un lit d'abeille en fait, pour que la structure soit quand même solide, mais légère. Les tailles de buse sont différentes suivant les machines, qui donnent un résultat plus ou moins propre, justement, on a vu le calcul de la pièce. Alors il y a différentes, oui, sur la MakerBot qui a 3 numéros. La buse est vraiment très petite et du coup on voit presque pas les stries. Il y a différentes tailles, en fait il y a 0,1, 0,2, 0,3, 0,5, 0,7 et même 1 mm. Donc en fonction de ce qu'on utilise, on peut avoir effectivement des détails. Vraiment très fin. Il y a aussi il y a plein de projets différents. Il y a aussi une machine en Espagne qui utilise un bras articulé d'industrie. Et il a un extrudeur qui a une buse qui doit faire 2 cm, je crois. Et en fait, il met directement des morceaux de plastique dans un grand entonnoir qui fait refondre. Et il imprime directement une chaise de jardin, en fait. Donc lui, il utilise une grosse buse parce qu'il n'a pas besoin de précision, puisqu'il fait directement une bonne grosse seringue. Et après, il imprime sa chaise comme ça. Ah oui, bientôt, on pourra aller ça dans la serre. Les coûts des consommables, ce que vous montrez justement au rouleau de plastique, ça revient à combien? Alors au niveau du coût, si vous l'achetez sur Amazon ou sur Internet, vous l'avez à peu près à 60 €. Et si vous êtes très malin, vous trouvez des sites qui vous les vendent à 24. Ça varie vraiment d'une machine à l'autre. Pour à peu près, pour 1 kg. Pour une bobine qui fait 1 kg. Et si vous le fabriquez vous-même avec une machine qu'on est en train de fabriquer au Fab Lab, vous pouvez vous en tirer pour. Donc les pastilles font 3 € kilo, je crois. Et du coup, ça revient à peu près à 5 € plus l'électricité et le temps. 5 € la bobine de 1 kg, ça commence à être intéressant. Et ce projet de. Justement, enfin, j'ai suivi un petit peu ça. Par rapport à des algues, vous avez pensé à mélanger des algues à des matières plastiques pour pouvoir, justement, en termes de volume, produire plus de consommables. Ça vous avez une nouvelle là-dessus? En fait, il y a les sources pour fabriquer le plastique. Soit on utilise l'industrie pétrochimique. C'est classiquement l'ABS, c'est du pétrole. Le PLA, il y en a un petit peu aussi dedans. Et la plupart du temps, enfin, il y a beaucoup d'industriels qui commencent à développer effectivement des produits alternatifs un peu plus naturels, un peu plus. Ou en tout cas en utilisant des déchets qui sont massivement disponibles, typiquement les algues qui s'échouent sur les bords de plage. Ils essaient de rentabiliser ces déchets pour les transformer en matériaux compatibles avec l'imprimante 3D. Et le matériau en algues est sorti en juin de l'année dernière par une société qui s'appelle la Makershop sur Le Mans, qui a sorti ce produit-là. Et là, pour le salon d'agriculture de cette année, il y a une société toulousaine qui a inventé un matériau qui recycle, qui fait aussi du maïs, mais quasiment 70%, quelque chose comme ça. Donc là, il y a vraiment des... On arrive à l'imprimante verte. Ça commence à effectivement s'orienter sur l'imprimante verte. Savoir au niveau de ressources informatiques, quand vous prenez l'ordinateur derrière, des puissances, des demandes du matériel, des plateformes, il n'y a que du Linux, ça existe. Alors ça marche sur toutes les plateformes logicielles, aussi bien Windows que Linux que Mac que d'autres systèmes. Il n'y a pas besoin d'un ordinateur très puissant. Même un ordinateur pas puissant permettra
d'imprimer en 3D, ou la partie en fait qui demande le plus de ressources, c'est le découpage en tranches. Et plus l'ordinateur est vieux, plus ça prend de temps, mais ça marche quand même. Au lieu de 1 heure pour le découpage, par exemple, pour un objet complexe, ça prendra 2 heures, mais ça marche quand même. Donc il n'y a pas de limitation au niveau du matériel, même avec l'ordinateur imprimé. C'est un temps qui est préalable à l'impression, ou le découpage se fait en même temps que ça va monter 1 heure, plus 3 quarts d'heure. En fait non, 1 heure c'est un objet qui est vraiment compliqué. Un petit objet comme celui-ci, il se découpe, enfin il se tranche en 5-10 minutes. Celui-là, c'est le nouveau tranche qu'on a pris. Celui-là, maintenant, il prend 5 secondes. Bon, oui, donc ça En génération en génération, ça serait bien. oui, ça s'améliore. Il y a beaucoup de travail en fait pour que les logiciels soient de plus en plus accessibles, de plus en plus faciles à utiliser, pour que même moi je puisse imprimer. C'est pour vous dire. J'ai une question concernant le droit d'auteur. J'ai un Playmobil qui me plaît, je veux le reproduire, qu'est-ce que je risque? Un Playmobil ou autre Aujourd'hui, vous prenez un ciseau à bois, vous le faites vous-même, qu'est-ce que vous risquez? La même chose, sauf que là c'est imprimé sur du plastique. La question existe déjà dans d'autres domaines. Si vous imprimez une arme, vous pouvez aussi la fabriquer avec un tour mécanique, et vous risquez exactement la même chose que si c'était imprimé en 3D. Ça devient peut-être un peu plus facile, et encore, mais les risques sont exactement les mêmes que la loi s'applique à l'impression 3D comme au reste. Donc la question, quelqu'un d'autre pourrait répondre à la place, en fait. On peut vraiment tout faire, hein, donc, dans la mesure où on a envie de falsifier quelque chose qui existe déjà, enfin, de le copier ou de le reproduire, on peut. Après, l'intérêt, c'est de l'adapter sur mesure à ses besoins, parce que si on veut lui mettre un chapeau directement, on peut lui mettre un chapeau. Et du coup, c'est pas exactement le même. Si on veut faire une petite robe rose, on lui fait une petite robe rose directement. Alors que d'origine, il était conçu pour avoir un short bleu. On peut vraiment l'adapter à nos propres besoins, donc autant en profiter et faire des choses sur mesure plutôt que juste copier l'objet qui existe déjà. Sinon, autant les lâcher dans le commerce, hein, c'est bien plus simple, probablement moins cher et moins compliqué à faire. Donc c'est pas incompatible en fait. L'impression 3D permet de répondre à un besoin qui n'existe pas dans le commerce. Donc si on veut juste photocopier quelque chose, autant acheter directement ce qui existe déjà. C'est bien plus rapide et plus intéressant. Alors, par exemple, Techniquement, on peut. un dessin animé où il n'existe aucun produit dérivé. Si je veux reproduire une figurine d'un des personnages de la série. Vaut mieux négocier avec la personne qui a les droits d'auteur sur le dessin animé. Après, si c'est juste pour se faire priver, Oui, voilà, c'est ça. personne ne vous empêchera de le faire. Même aujourd'hui, si vous prenez un ciseau à bois, si vous faites un Pinocchio, et que vous mettez sur une étagère, personne ne viendra vous embêter. Voilà, c'est pareil. Il y a 3 machines différentes là. Il y en a une plus performante. Ou est-ce que c'est le logiciel qui fait la différence? Alors le logiciel, c'est le même sur les 3. Même si l'autre, alors la première là-bas est un peu plus ancienne, donc c'est le modèle de 2005-2008 à peu près, donc qui a encore fonctionné aujourd'hui, hein, il n'est pas permis du tout. Celui-ci, il est un peu plus récent, il date de 2011-2012. Et celui-ci, il date de 2013-2014. C'est juste une évolution de... celle-ci est beaucoup plus récente, beaucoup plus compacte, beaucoup plus facile à assembler, plus légère, plus transportable, etc. Et celle-ci a pris beaucoup plus large. Il y a vraiment des caractéristiques un peu propres à chaque machine. Par exemple, celle-ci et celle-là utilisent le même plateau et la même surface d'impression. Sauf que celle-ci utilise une structure en triangle, alors celle-ci utilise une structure en quai, et celle-là aussi. Est-ce que c'est difficile à régler? Parce que on a vu le temps pour découper, on a vu le temps pour imprimer, il faut rajouter le temps pour régler l'imprimante. En fait, ça se fait. C'est effectivement une des parties. Il y a effectivement l'assemblage mécanique, l'assemblage électronique, et après il y a une phase effectivement de calibrage et de réglage. Non, là c'est en train d'imprimer l'objet. Changement de filament. Il changeait juste la bobine. Contrairement aux imprimantes papier, effectivement, on peut mettre pause et changer la cartouche pendant l'impression.
Et on peut même changer la bobine en cours d'impression. C'est-à-dire si on arrive sur la fin de la bobine et qu'il n'y a plus de fil, il suffit de prendre un fil, de le pousser dans le truc et elle va s'intégrer directement dedans. Il existe des machines beaucoup plus sophistiquées. Oui. Où on peut faire des objets beaucoup plus posants. Il y a un de nos adhérents qui est en train de fabriquer une imprimante qui va faire 1 mètre par 1 mètre par 1 mètre. Et l'impression, la machine qui est beaucoup plus sophistiquée, est-ce qu'elle met plus de temps ou autant de temps à imprimer que l'objet que vous avez créé? Alors ça dépend. En fait, ça dépend en fait de ce qu'on veut faire. On peut vraiment faire ce qu'on veut. Si on utilise exactement la même tête que celle-ci sur une grosse imprimante, elle aura exactement le même résultat. Si on change la tête pour imprimer en céramique, par exemple, le temps sera différent. Le temps sera le même sur une machine plus sophistiquée qu'une machine comme ça. Grosso modo, en fait, le temps d'impression varie d'une impression à l'autre en fonction des paramètres qu'on lui donne. C'est-à-dire si on met 100% à l'intérieur, ça va prendre énormément de temps pour faire 100% de la matière. Si on lui met du nid d'abeille et du vide dedans, ça va être beaucoup plus rapide. Mais après, d'une imprimante à l'autre, c'est grosso modo la même chose. Sur celle-ci, on imprime de façon assez fine. Alors sur la MakerBot, on imprime beaucoup plus fin, sauf que ça triple le temps d'impression. Et c'est le consommable qui impose la vitesse de déplacement ou est-ce qu'elle peut aller plus vite, elle peut se déplacer plus vite? Disons que le matériau, effectivement, il a un certain... Enfin, il faut le fondre et puis ensuite le déposer. Si on imprime beaucoup plus vite, il faut que le matériau ait le temps de sortir. Ouais. Tout à l'heure, vous parliez dans Wikipédia des objets. C'était-il une base de données, justement, où sont répertoriés les objets dits libres qu'on pourrait imprimer à loisir? Alors, il y a effectivement une base de données, un site internet qui permet de télécharger des objets. Vous pouvez trouver toutes sortes d'objets, aussi bien des copies de GoPro, là vous savez, les petites caméras, il y a des petites... les étuis, les petites vis, toutes sortes de choses. Il y a plein d'objets qu'on peut déjà télécharger ou c'est déjà des copies de choses qui existent. Et après, il y a effectivement plein d'objets différents sur des jouets, vraiment toutes sortes de choses. Donc il y a effectivement une base de données d'objets qui existent déjà, alors qui n'est pas libre, qui appartient à une société privée, qui au début était un membre de la communauté RepRap, puis un jour a décidé de s'agrandir et d'importer des fonds privés d'entreprises qui financent par les capitaux, etc. aux États-Unis. Et du coup, l'entreprise s'est créée, s'est développée grâce à ces fonds, et maintenant elle est sortie de la communauté open source. Tout le monde a travaillé gratuitement pour lui, et maintenant, allez, on va le prendre. Et du coup, tous les objets sont stockés chez lui, et bientôt, ils vont être ils sont déjà sa propriété. Et si du jour au lendemain, il change d'avis en disant, ah non, là maintenant, tous ces objets sont à moi et je vous les vends, on pourra rien dire parce que c'est hébergé chez lui. Mais il n'existe pas, il n'y a pas d'alternative pour l'instant? Pour l'instant, il n'y a pas d'alternative, mais elle est en train de se construire et petit à petit, il va sortir peut-être pas un Wikipédia des objets, mais moi je vais travailler personnellement avec la fondation pour que ça se fasse. Et pour l'instant, il y a des projets à droite à gauche de différentes plateformes qui permettent une alternative. Et c'est pas encore assez structuré. Disons que pour l'instant, le gros est toujours en place parce qu'il est encore un peu gentil, un peu. Mais le jour où il décidera de faire ce qu'il veut, automatiquement une autre plateforme se mettra en place. En fait, les utilisateurs basculeront sur une autre. Il y a déjà je crois qu'il y a 120 plateformes différentes qui permettent d'échanger des objets. Il y a une interopérabilité entre tous les modèles d'imprimante. Oui. C'est un format de fichier. Alors le format de fichier 3D qu'on utilise ici, c'est le fichier STL, qu'on peut modéliser dans n'importe quel logiciel, propriétaire, gratuit, libre, etc. Et il suffit juste d'exporter en ce format et ensuite toutes les machines, même industrielles, peuvent lire ce format. Donc les fichiers, les objets, quand ils sont récupérés, ils sont exploités directement par le logiciel de l'imprimante ou ils passent dans le logiciel 3D avant? Non, il faut juste le trancher et après l'imprimer. Ils sont tranchés directement par ça? Oui, ils sont tranchés par cette machine-là. Et après, il y a aussi des plateformes particulières qui obligent les gens à payer le fichier et ils leur envoient directement le fichier tranché pour l'imprimer directement. Mais alors là, c'est pas très libre. C'est un peu la politique. On vend l'objet, on vend le service, on vend tout ce qu'on peut dans le moindre détail. Mais on ne donne pas l'accès à l'utilisateur à cette liberté. Le format, c'est STL. Oui. C'est le seul.
Non, il y en a plein. Mais Utilisable par en fait, le fichier 3D standard, c'est le STL. Et sur la machine à 2500 €, ils ont un format propriétaire à eux, où il est déjà pré-tranché, et on achète le fichier, on l'imprime que sur sa machine à lui. Et qui n'est pas du tout interopérable avec l'autre. Mais l'ensemble des imprimantes, même avec les propriétaires, savent lire le STL. Comment il s'appelle le logiciel Alors vous en avez plusieurs. Vous avez Slicer, SLIC3R. Vous avez Repetier Host. Vous avez Cura, qui est aussi un logiciel libre. Et vous avez aussi Replicator G. Vous en avez encore d'autres. Il y en a vraiment plein. En fonction des préférences et de la facilité d'utilisation, il y a différentes... Par exemple, Cura est très très pointu pour des applications vraiment particulières qui n'existent pas encore, qui ne sont pas encore codées. On a vraiment accès à tous les réglages de l'imprimante. La vitesse, la taille du fil, on peut mettre des tailles complètement particulières. Alors que sur je sais plus quel, Replicator G par exemple, c'est spécifique aux imprimantes 3D plastiques, puisqu'on sait grosso modo que les filaments sont soit de 3 mm, soit de 1,75. Et du coup, il y a grosso modo ces deux réglages-là, et après on peut modifier. Et grosso modo, les réglages sont déjà plus ou moins pré-enregistrés pour qu'on puisse utiliser les machines classiques, que ce soit assez facile. Là, on voit des services émergents, enfin, des sites commerciaux émergés, à Oui. l'instar d'Amazon qui va proposer d'imprimer un objet, vous l'envoyez à l'utilisateur qui l'aura commandé, mais pas pour des trucs viables, c'est-à-dire des grosses pièces de plastique sur des grosses imprimantes achetées qui ne se font plus pour éviter justement l'obsolescence programmée de ces trucs-là. On pourra imprimer des pièces de plastique cassées, on va le recevoir chez nous. Ça existe des sites de comme ça? Ça existe déjà. Le mieux, c'est de venir dans un Fallal et de le faire au niveau local, sur une imprimante libre. Mais il y a effectivement deux ou trois sociétés en Europe qui le font. Il y en a une belge, une anglaise, qui s'appelle Chapelise, je crois. Non, Materialise, c'est le belge. Chapelise, c'est l'anglais, et le français s'appelle Sculpteo. Vous allez sur leur site, vous téléchargez l'objet STL, en l'occurrence, ou vous parcourez leur base de données de modèles déjà modélisés, fermés, où vous avez accès à rien du tout. Vous téléchargez, vous payez, et hop, ça vous imprime. Soit vous pouvez envoyer vos propres fichiers, et c'est imprimé sur des imprimantes industrielles, pas sur des frappes. Et ensuite, vous le recevez par la poste et vous payez le prix du service, le prix de l'impression, le prix de la modélisation. Et donc, ça vous revient cher. Mais ça existe. Et après, il y a des nouveaux services qui sont en train de se développer. Des plateformes fermées où les designers peuvent envoyer leurs objets et juste payer pour que les gens les impriment. Et eux s'occupent de la modélisation. Il y a plein de services qui sont en train d'émerger pour des besoins particuliers. En matière de nuisance sonore, j'ai pu comprendre que ça faisait plus de bruit, là je suis étonné de... Est-ce que c'est le cas pour toutes les... C'est les fabricants fermés qui faisaient plus de bruit. Non, en fait, les imprimantes, les toutes premières faisaient un peu de bruit, mais petit à petit, on a amélioré aussi cette partie-là. Celle qui doit faire plus de bruit, c'est celle qui tombe. Celle-ci, vu en fait la conception, les moteurs ne sont pas sur la partie qui bouge, du coup il n'y a pas de vibration, et du coup ça fait encore moins de bruit. Donc quand celle-ci elle tourne, ça fait moins de bruit que le plus bruyant, ça doit être l'alimentation électrique et le ventilateur qui refroidit comme dans un ordinateur en fait. Donc sur un Mac par exemple, vous avez des ventilateurs qui sont vraiment très 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 silencieux. Si vous utilisez la même alimentation que l'autre, vous n'entendrez quasiment pas l'imprimante qui tourne. Donc bon, niveau nuisance sonore, ça fait pas de bruit. Le prix d'un objet fabriqué 3D, ça revient à combien à peu près? Plus l'objet est gros, plus il coûte cher. Plus la bobine de base est chère, plus l'objet coûtera cher. Plus vous allez le remplir à l'intérieur en matière pleine ou en vide. Enfin, plus il sera cher si vous le mettez en matière pleine, moins il sera cher si vous mettez un peu de vide dedans. Suivant le matériau que vous allez utiliser, si c'est du plastique, si c'est du bois, si c'est de la pierre, si c'est de la céramique, si c'est du chocolat ou de la chantilly, ça ne sera pas le même prix non plus. Donc il n'y a pas vraiment de prix en fait défini. Si vous l'achetez sur Sculpteo, il ne coûtera pas le même prix que si vous l'imprimez vous-même. Si vous le faites imprimer par un copain, il n'aura pas le même prix que
si vous faites imprimer par un Fab Lab ou par une entreprise. Il n'y a pas de tarif préétabli d'une pièce. Elle reviendra moins cher si vous la fabriquez vous-même, elle vous coûtera plus cher si vous la faites imprimer par Scutéo ou par autre entreprise. Je n'ai pas d'action chez la Scutéo, ni je leur en veux pas, mais c'est une entreprise qui fait sa marge aussi dessus, donc il y a des prix vraiment différents. Par exemple, une coque de smartphone, par exemple, si vous l'achetez sur Scutéo, elle vous coûte 35 €. Alors que techniquement, à imprimer, elle en coûte 2,50 €. Mais il y a les frais de port, il y a le personnel qui l'imprime, qui nettoie la poudre, qui le peint, etc. Alors que chez vous, c'est vous qui le faites. Il n'y a pas de prix. Il y a pas de prix. Les pièces qui ont été imprimées là, si on les imprime soi-même, elles coûtent 1 €, 1,50 € à peu près, en fonction du volume. Là. Si vous achetez la même pièce chez Scutéo, elle vous coûte 35 €, 40 €. C'est l'étude 3D aussi qui a un coût. Pardon? L'étude 3D, elle a un coût aussi. Oui. Mais quand c'est vous qui le faites, c'est vous qui absorbez le coût. Quand c'est Scutéo qui le fait, il vous le fait payer. Niveau compatibilité, justement, avec des logiciels existants, 3ds Max, on parle juste de conversion de fichiers après pour... Tous les logiciels du marché exportent en STL, ouais. sans exception. Ouais. Même Google SketchUp. C'est simple aussi. Oui. Par contre, j'ai eu l'occasion de créer des fichiers CAO avec des formes cylindriques. On transforme en STL et qu'on réouvre, ça facilite beaucoup. Ça, pardon? Ça facilite. C'est-à-dire que ça fait des hexagones à la place d'un cylindre. Est-ce qu'il y a moyen de régler ce paramètre? Il faut modifier le fichier pour créer beaucoup plus de faces, pour qu'on ait l'impression qu'il y a un cylindre à la place d'avoir des carrés. Mais ça se paramètre dans le logiciel. Camille, qui est ici présente, pourra vous montrer ça sur vidéo, puisque c'est son métier, presque. Pardon? On peut le faire avec Linux? On peut le faire avec Linux, on peut le faire avec 3ds Max, on peut le faire avec Blender, on peut le faire avec tout logiciel disponible gratuitement ou payant. On peut faire aussi des figurines à 100 figurines aussi. Alors on scanne, mais oui. bon, c'est chaud. Oui, c'est un truc assez ludique. Oui. On a un scanner 3D au Fab Lab qui permet de prendre des photos 3D de la personne et de l'imprimer sur une imprimante. On a déjà essayé, ça marche. Là, c'est une imprimante monochrome. Il n'y a qu'un fil. Alors les trois sont monochrome, oui. Alors sur celle-ci, on a 2 extrudeurs, donc on pourrait mettre 2 couleurs différentes, mais je n'ai pas encore monté le deuxième, puisque je n'ai pas encore fini. Ce soir, elle l'imprimera, et demain, elle l'imprimera avec 2 matériaux différents. Donc on peut mettre effectivement soit 2 fois la même couleur, enfin, soit 2 matériaux différents, soit le même matériau avec 2 couleurs différentes. Et après, c'est le logiciel qui gère pour imprimer en 2 couleurs différentes. Ou alors on peut imprimer une partie qui est support, en matière particulière qui fond dans l'eau par exemple, et l'autre matière qui ne fond pas, et en mettant l'objet dans une bassine d'eau, la partie qui se dissout, évidemment. Et du coup, il reste que l'objet qui, lui, est un peu avec une forme très complexe, où en fait, si on imprime une sphère, il y a une partie qui va être dans le vide sur le côté. Du coup, il faut imprimer un support en dessous pour que cette partie-là ne soit pas dans le vide et que quand la cartouche est la tête est en l'air et qu'elle balance du plastique pour pas qu'il tombe par terre. Quoi. Donc il faut imprimer un support en dessous. Voilà. Et du coup, avec ces deux têtes, on peut imprimer le support à droite et l'objet à gauche. Il y a plusieurs qualités de plastique actuellement. Là, Oui, bien sûr. Les bobines qui sont vendues dans l'industrie avec des cartouches propriétaires et une petite puce qui vous dit que votre cartouche elle est finie, ces cartouches-là coûtent 400 € le kilo et elles sont censées être d'une qualité meilleure. Enfin, j'espère, parce que c'est une prix évidemment. Et sinon, les bobines du commerce qu'on achète traditionnellement, elles sont d'une qualité certaine et si on les fabrique nous-mêmes, on peut choisir aussi la qualité de fabrication. Donc soit partir sur des petits granulés qu'on achète en commerce qui sont faits tout près, soit fabriquer nos propres plastiques dans notre extrudeuse à bobine. Du coup là on décide ce qu'on y met dedans.
Donc là, on peut choisir la qualité, soit du produit bien cher mais sur mesure, soit du produit classique ou même du recyclé de bouchons, on récupère la poubelle et hop, on du plastique récupéré pour pas cher. Les pièces, elles sont cassantes si on donne un bon coup. Bah, venez voir ceux qui sont devant, vous allez voir, ça m'étonnerait que vous réussissiez à les casser sans prendre une pince. Après, effectivement, tout objet casse. Et suivant la conception qu'on lui donne, il est résistant ou pas. Mais en général, c'est solide aussi. Ça n'a pas d'intérêt. Après, on peut jouer aussi sur la flexibilité. Il y a certains matériaux qui sont des plastiques souples. En fait, on peut imprimer directement une basket en entier et on peut la plier et la torsader. Et après, elle revient dans sa forme initiale. On peut imprimer directement la chaussure dans le même matériau qu'une semelle, par exemple, de façon souple. On peut imprimer aussi avec des matériaux fluorescents. Donc on peut imprimer une basket flexible avec des matériaux fluorescents et on va en boîte, on va directement une chaussure avec le dessin qu'on veut, parce qu'on peut imprimer son dessin sur sa chaussure. Et ça, Nike, typiquement, ils ne le font pas. Par exemple. Et après, l'imagination, Voilà, il faut juste avoir l'idée. c'est ça. La question a dû être posée, je suis désolée. Le format maximal fini d'une pièce? Alors, sur les deux de droite, c'est du 20 par 20, celle-ci c'est 14 par 14. Et si vous voulez fabriquer une imprimante qui fait 1 mètre par 1 mètre, il suffit de venir à l'association, parce qu'on a un membre qui est en train d'en faire un. Donc il n'y a pas vraiment de limite en fait. Après, c'est la combinaison aussi de concevoir la pièce en plusieurs bouts. Ouais. Et ensuite, si vous voulez imprimer une pièce qui fait 1 mètre par 1 mètre par 1 mètre, avec une petite imprimante qui fait que 14 par 14, vous lui rajoutez des petits assemblages pour qu'elle puisse se clipser les unes dans les autres, et puis faire un gros Lego d'un gros objet. Ça, c'est faisable aussi. La première, c'est la dite transportable, c'est celle-là? Oui. Et après, vous avez des logiciels qui vous lui donnez un objet qui fait 1 mètre par 1 mètre, sur 1 mètre, et qui le découpe en plein de petits bouts pour passer sur une imprimante qui fait 14 par 14. Il n'y a pas besoin d'être spécialement spécialiste. Et c'est des logiciels libres. Merci les logiciels libres. Et ça, les propriétaires, ils font payer le service. Donc, il y a à peu près 1 an, il y a un fichier qui circulait du Liberator. Oui. Donc c'est un pistolet qui est entièrement imprimé avec une imprimante 3D. Vous n'avez pas peur que ce genre de fichier passe de l'ombre au développement des imprimantes? je suis en train de planifier potentiellement pour plus tard un atelier, venez imprimer vos flingues au Fab Lab pour montrer que en fait, la presse a récupéré l'info sans vérifier, sauf qu'au final, si on imprime vraiment sur une imprimante, on a un joli jouet, quoi. Et en fait, les flingues qui ont été imprimées aux États-Unis ont été imprimées sur des machines industrielles dont le petit bout de plastique coûte 600 €. Et donc le résultat est à la hauteur de ce qui est capable de faire l'industrie. Donc c'était de la com, quoi. Si on imprime sur les instruments comme ça, le truc il fait clac, il n'envoie même pas la bille à 1 mètre, quoi, après. Donc si ça vous intéresse, on pourra faire un atelier là-dessus pour casser les préjugés comme quoi, oui on peut tout faire, mais une imprimante n'est pas forcément l'outil le plus adapté pour fabriquer un flingue. Autant utiliser un tour à commande numérique dans l'industrie, au moins il sera plus solide, il marchera plus de 4 fois, et il ne vous exposera pas la gueule. Parce qu'en fait c'est des bombes avec une gâchette, et quand vous appuyez dessus, ça vous expose à la tronche. C'est pour ça que sur les vidéos, ils utilisaient des grands élastiques et ils partaient un peu derrière parce qu'il y avait une chance sur 4 en fait que ça leur pète à la gueule, à la tronche, à la figure. Il y a des enfants. Donc si vous voulez, on pourra faire un atelier pour imprimer vos armes. Vos fusils, pour que ce soit plus local. Oui. Oui. Alors, les bouchons en plastique qui sont récupérés à droite à gauche sont réutilisables, effectivement. Le seul petit souci, c'est que ça dégage des fumées toxiques. Donc, oui, c'est récupérable. Après, il vaut mieux imprimer sur la terrasse. Et en plus, après, faire partir les fumées dans l'atmosphère. Mais oui, ça peut se récupérer.
fait, tous ces bouchons-là, ils sont refondus par l'industrie dans des atmosphères contrôlées où ils récupèrent les fumées, ils les traitent avant de les rejeter dans l'atmosphère. Et si on le fait à la maison, on peut, techniquement, l'extrudeuse ou le métier du plastique, ça le fait fondre et après ça ressort quelque chose. Donc entre-temps, restez pas à côté, quoi. Et ça fait, tout est possible. Les Lego ne rejettent pas trop de fumée toxique, un petit peu mais pas trop. Ça sent un petit peu cochon brûlé si on veut en quelque sorte, ça a un peu cette odeur-là, mais c'est pas trop toxique. Le PLA, pas du tout. Et après les bouchons, par contre, un petit peu. Et d'autres matériaux sont encore plus dangereux. Et cela, nous on est formés par d'expérience, on le sait. Les Fab Labs travaillent tous sur les matériaux en général, et du coup on se partage les infos entre nous. Donc, quand on identifie qu'un plastique est dangereux, on avertit les autres en leur disant non, celui-là, évitez. Par exemple, si vous allez dans la grande surface de matériaux du coin, et vous leur demandez du plexiglas, ils vont probablement vous donner du polystyrène. Parce que pour eux, le plexiglas, c'est quelque chose qui veut dire tous les plastiques transparents en forme de plaque. Alors qu'en vrai, il y a du PMMA et acrylique, il y a du polycarbonate, du polystyrène, du polymachin. Et du coup, c'est pas du tout la même chose. Alors qu'eux, ils vendent le même pour tout le monde. Sauf qu'au laser, il y en a qui dégagent des fumées toxiques. Il y en a qui réagissent très mal, il y en a qui se découpent très bien. Et du coup, nous, on prend que celui qui est pas dangereux. Et ça, pour l'instant, les grandes surfaces ne sont pas encore formés à cette problématique-là. Si on met un objet métallique sur l'imprimante, on peut imprimer autour, plastifier autour. Alors, il y a des projets qui sont en cours là-dessus. Il y a une imprimante chinoise qui a été inventée, qui imprime sous 6 axes. Donc là, on n'a que 3 axes. On a droite, gauche et hauteur. Donc X, Y, Z. Et cette imprimante qu'ils ont inventée, en fait, elle permet de faire tourner la tête dans les 6 axes pour pouvoir l'imprimer, par exemple, autour d'un cylindre. Donc le logiciel génère des coupes pour qu'on puisse imprimer autour d'une bouteille, par exemple, et imprimer. Donc techniquement, oui, c'est possible. C'est le ciment, parce que c'est. Mais oui, c'est possible. Il suffit de modifier la structure pour que ça puisse se faire. Ça a déjà été fait, donc oui, c'est possible. Et après, si vous mettez un objet dessous qui est plutôt plat, il faut essayer. On peut imprimer soit sur des lits chauffants, ce qui est la meilleure technique, soit sur des plaques froides, donc soit du plexiglas, soit du verre. Et là, c'est déjà un peu plus hasardeux. Mais c'est possible. Donc, si on met un objet, oui, c'est faisable. À essayer. Vous allez essayer. Ouais. En fait, on est à un lieu d'expérimentation. Donc, on est à côté de la gare, impasse des Guerres. Vous avez la rue Saint-Chevaux, rue de l'Industrie, puis on est juste à côté. Alors pour l'instant, il n'y a pas encore d'imprimante qui utilise des matériaux acryliques, mais il y a des gens qui travaillent dessus. Mais ça va venir. Parce que c'est un matériau qui réagit très bien et au laser et à la refonte. Donc normalement, ça devrait pouvoir se faire. Mais je pense que les températures de fusion doivent être beaucoup plus fortes. Donc, et du coup, il faut des matériaux, enfin des bus qui sont beaucoup plus puissants, donc ça consomme plus d'énergie. Mais ça peut s'inventer concrètement. Oui. Si un jour on pourrait imprimer en commun, ça pourrait être sympa, effectivement. Parce que les propriétés mécaniques et esthétiques sont vraiment très intéressantes. Effectivement. La seule société allemande qui fait, enfin la seule société qui fait du courant en fait. Parce que je crois qu'il y a un peu un monopole. Bienvenue, venez nous apprendre un peu les propriétés mécaniques du courant et on pourra partager ça au réseau. C'est un peu ça. Oui. Le programme de l'imprimante, il est modifiable, c'est-à-dire si je veux rajouter par exemple un écran pour savoir le chargement à combien on en est, le programme peut modifier. Alors l'avantage des logiciels libres, c'est qu'on a les sources qui sont disponibles et du coup qu'on peut modifier le logiciel pour qu'il réponde exactement à nos besoins et pas être obligé d'utiliser un logiciel fermé dont on ne sait pas comment il fonctionne
Oui, vous pouvez rajouter toutes les écrans que vous voulez, traduire en polonais si vous n'êtes pas le français. Et vous pouvez rajouter tous les écrans que vous voulez pour rajouter tous les indicateurs, la moindre température, la moindre pourcentage de quelque chose, et même dire le numéro de couche, à quel numéro de couche il en est et à combien de temps il estime que l'impression va durer, et du coup dire vous en êtes à 5 minutes sur 150, etc. etc. Vous pouvez tout faire. Oui. Et le programme que vous utilisez là, c'est lequel? Alors là on utilise aussi bien Slicer que Repeti Host, Cura, et l'autre c'était Replicator G. Il y en a plusieurs en fait. Il y a des bobines de fil transparentes? Oui. Il y a du nylon qui est transparent, il y a du PVA qui est transparent aussi. Je crois qu'il y a du PLA aussi. Mais oui, il y a des matériaux qui sont transparents, ouais. Notamment le nylon, c'est le mieux pour l'instant. Et une matière qui est opaque, si on lui demande de l'interpréter de manière très fine, elle peut être translucide? Oui, translucide, oui, bien sûr. En fonction des matériaux qu'on utilise, on peut imprimer en translucide. Il y a de plus en plus. Alors, les matériaux de base, au début, c'était vraiment noir et blanc. Puis petit à petit, ils ont sorti des couleurs. Puis petit à petit, ils ont sorti des matériaux translucides, transparents, fluorescents, souples, etc. Il y a de plus en plus de matériaux qui sortent avec des propriétés différentes. Et ça va se développer de plus en plus. Donc si aujourd'hui il y a un matériau qui n'existe pas encore, il n'est pas étonnant qu'il sorte bientôt. Parce qu'il y a des gens qui travaillent dessus. Aujourd'hui dans l'industrie, les lunettes sont quasiment toutes imprimées avec le même matériau, qui n'existe pas encore sous forme de bobine. Et il y a une copine à Montpellier qui travaille là-dessus pour sortir la bobine, pour imprimer directement des lunettes avec un matériau qui est flexible, solide et un peu particulier. Donc bientôt il y aura des bobines de cette matière précise. Alors, on a rappelé le début que le prix moyen pour ces imprimantes 3D, pour avoir quelque chose de correct. Alors pour avoir quelque chose de correct, pour 400 € actuellement, vous avez du matériel très correct. Celle-ci, moi je l'ai acheté 650 parce que c'était dans le cadre d'une campagne de financement participatif pour financer la création d'une entreprise du fabricant. Et aujourd'hui, si vous allez acheter sur son site, maintenant qu'il a monté son entreprise, elle est à 465 € en kit. On fait des objets de quelle taille? 14 par 14 par 14 pour celle-ci. Et 20 pour les autres. Est-ce qu'on pourra faire des tableaux avec des couleurs Oui. Il y a des gens qui travaillent sur... En fait, l'avantage des logiciels libres et des plateformes ouvertes, c'est qu'on peut vraiment inventer ce qui n'existe pas et répondre à un besoin qu'on a personnellement qui peut être utile pour quelqu'un d'autre. Il y a plein de gens qui font des graffitis avec des petits moteurs qui balancent de la peinture sur le mur. Ils dessinent juste le dessin sur ordinateur et après c'est la machine qui le fait. Et ce projet-là, vous pouvez l'adapter pour qu'au lieu qu'il le projette sur un mur, qu'il le mette sur une petite surface. Et avec un laser sur une masse ronde, on peut sculpter. Techniquement, oui. Oui, techniquement, c'est inventable. Formidable. Oui. Je trouve aussi. Et on scanne un objet et qu'on le produit avec ce genre de machine, la précision, c'est quoi? C'est assez facile. C'est limité à la précision. En fait, il y a deux sources de nuisance, on va dire. C'est la qualité du scanner. Si vous scannez avec un scanner de crayon qui est fabriqué à Limoges, qui utilise des lasers et qui est utilisé dans l'industrie aérospatiale, vous allez avoir un très bon résultat au niveau du scan. Si vous utilisez une Kinect, déjà la qualité sera un peu plus réduite. On peut faire avec une Kinect. On peut aussi faire avec une Kinect, oui. Et après, l'impression, elle est limitée en fonction de la buse. Mais plus votre scan sera précis, plus vous aurez aussi un objet qui sera potentiellement précis, avec la limitation de l'impression de la machine. Mais par contre, si vous faites un scan dégueulasse et que vous l'imprimez sur une machine dégueulasse, sur une machine pas chère, vous allez avoir une qualité assez chaotique. Sur les commandes pas, voilà, sur les translations, les comptables, les coordinations, il ne faut pas aller au jeu de la machine, il faut que ce soit sur pièce et les déplacements. Oui. Mais ça
serait libre. Et oui, c'est possible. C'est sur Romainville ou les Oui, à Romainville, il y a des glissières, des charnières, il y a un peu tout, des courroies, il y a différentes techniques pour avoir des niveaux de précision différents et des coûts différents. Les moteurs pas, ils arrivent à faire des précisions. En fait, aujourd'hui dans l'industrie pharmaceutique, pour faire des prélèvements en descendant des pipettes, enfin des éprouvettes, cette machine-là, elle est pilotée par ordinateur et elle prend un liquide à droite, elle le met dans sa pipette, et elle, l'ordre de déplacement du pas et du micron, du coup c'est tellement précis que ça pourrait poser, cette machine-là elle est très très précise. Donc il y a un copain à Toulouse qui en a récupéré une, il a viré la pipette qui prend le truc, il a mis une tête d'impression, enfin non, pas une tête d'impression, il a mis carrément une espèce de pince à sucre, qui prend des composants électroniques, qui les place sur un circuit imprimé, et après il a une deuxième machine par en dessous qui soude directement le composant. Et il fabrique ses propres composants sur mesure, soudés par une machine. Ça soit possible, quand on voit les circuits imprimés, les smartphones, les choses, alors c'est une précision. C'est d'une précision 29 mm. Et aujourd'hui, quand on les fait à la main, on est à 70. Et pour les plus précis de matériel dans un IUT, par exemple, on est sur du 50. Un peu plus. C'est facile de faire des moules, prendre un objet, puis poser une partie. Il y a un logiciel libre qui fait ça. Sa fonction unique est de fabriquer des moules. Donc on lui donne un objet STL, et lui il fait le négatif. Et après, dans le programme, il découpe les parties d'assemblage pour qu'on puisse l'assembler, faire couler une matière par-dessus. Typiquement, on utilise l'impression 3D en plastique pour mouler de l'aluminium ou vous prenez un morceau de moteur Volkswagen que vous avez au fond d'un garage, vous le mettez dans un comment on appelle ça ? Un creuset, voilà, merci. Un creuset en céramique, avec Limoges. Vous le faites fondre avec du gaz, vous obtenez donc votre partie complètement liquide. Vous le mettez dans un moule qui a été fabriqué à l'impression 3D. Ça fait un peu fondre, en même temps qu'il refroidisse, la pièce elle est fonctionnelle. Et il y a un logiciel libre exprès pour faire des moules grâce à un fichier STL. Oui. Je trouve aussi. C'est ça. Non, mais les modélistes, alors s'occuper des modèles, c'est fini. Non, c'est pas fini. Ah oui, il y en a encore. Ben, ça dépasse ça. Il y a toujours des petites retouches à faire sur certains trucs qui sont très très précis. Ça se fait toujours avec un vrai savoir-faire qui existe toujours. C'est pas parce qu'on a une imprimante 3D ou une fraiseuse numérique qu'on oublie le savoir artisanal qu'il y a derrière. Puisque ça reste des techniques ancestrales qui existaient avant que l'impression 3D ou la fraiseuse numérique arrive. Aujourd'hui, si on veut imprimer une épée, le mieux c'est pas d'imprimer. C'est d'utiliser une forge, de faire un moule et de couler le métal dedans. Et Florian là-bas pourra très bien vous en parler parce qu'il aime bien ça. Regardez en Afrique, c'est ça. Il y a de plus en plus de Fab Labs qui s'ouvrent en Afrique justement pour utiliser toutes les poubelles que nous leur envoie, démonter une tour d'ordinateur et faire une imprimante 3D avec, ou faire tout refondre et après refabriquer les objets pour préparer les 2 chevaux qui tombent partout. Et les contraintes locales, de récupération de matériaux et de pauvreté, donnent des usages qui sont complètement différents de ce qui se fait à Clermont-Ferrand ou à Limoges. Nous on s'amuse avec la porcelaine, eux ils s'amusent avec des moteurs, chacun son truc. Si vous créez une pièce qui n'est pas équilibrée, il faut faire déjà un réceptacle, quelque chose comme ça. Oui, il faut imprimer un support en dessous. Avec le même matériau? Avec un matériau différent qui lui est soluble à l'eau et quand on le met dans l'eau, le support disparaît. C'est ce que je parlais. Entrée. Il y a de la place devant, il y a des places libres, entrée. Aujourd'hui, c'est pas encore très abouti, mais il y a des gens qui travaillent là-dessus. Notamment une petite école locale, assez connue là-dessus, qui travaille là-dessus.
Pour l'instant, oui. Mais peut-être que bientôt il y en aura d'autres. Mais pour l'instant, on est effectivement le seul. Pour l'instant, je crois qu'on est le seul à 190 km/h, je crois. À peu près. Puisque le plus proche est à La Roche-sur-Yon, Orléans et Clermont-Ferrand dans le sens. Donc on peut venir vous voir la partie ouverte. Oui. Vous envoyez un mail, j'ai des cartes de visite si vous voulez, vous envoyez un mail, vous prenez contact et on vous fera visiter le local, on vous fera rencontrer les adhérents, on vous expliquera quelles sont les différentes compétences qu'on a pour l'instant, qu'on recherche. Et quand vous nous présenterez vos projets, on vous dira allez voir telle personne, c'est avec lui qu'il faut discuter, et il va vous apprendre tout ce qu'il faut. Et voilà. Si je comprends bien, on y met des outils, c'est-à-dire les bulles, on y met un laser, on y met des têtes différentes, on peut faire ce qu'on veut. C'est ça. Il suffit juste de fabriquer. Mais il y a beaucoup de projets qui utilisent les robots industriels qui fabriquent les voitures, et quand ces robots-là partent à la casse, des gens les récupèrent et fabriquent de plus en plus de différents objets. Une tête d'impression pour imprimer de la céramique ou toutes sortes de choses, de la porcelaine ou de l'argile ou tout ce qu'on veut. Et après, petit à petit, il y a des gens qui fabriquent des perceuses à mettre sur ce bras et toutes sortes de choses pour utiliser cet outil qui, lui, sait travailler en glace, je crois, je sais plus. Et de plus en plus, il y aura à l'IUT de Limoges, ils sont en train de travailler à mettre un laser là-dessus au bout, un laser fibré pour pouvoir graver directement sur un cylindre ou sur une pièce. Mais ça n'empêche pas que derrière, il faudra quand même des connaissances en mathématiques, en programmation, en modélisation et en usinage. Petit à petit, oui, mais ça n'empêche pas qu'il y ait quand même un serveur derrière. Parce qu'il y a un projet de tracteur open source qui existe, ça n'empêche pas qu'il faut quand même savoir souder pour le monter. Donc il faut quand même des compétences. Je pense pas monter un avion pour faire quoi que ce soit. Est-ce que vous avez d'autres questions? Sur la Bruxelles 3, qu'est-ce que vous utilisez comme capteur de fin de course? C'est à peu près les mêmes capteurs de fin de course que sur les autres RedRap. Grosso modo, c'est les mêmes pièces. C'est les interrupteurs. Demandez à votre collègue qui est juste à côté, c'est à France et mais grosso modo, c'est à peu près les mêmes pièces que sur les autres RedRap. Grosso modo, on utilise Merci. Alors, vous pouvez trouver l'association sur le site lab.limouzi.org. LIMOUZI. Bonne journée.